Un jour, une vieille dame m'a dit « Le jardin, c'est un souvenir laissé à chacun de nos sens. » Ce n'est peut-être pas un hasard alors si l'expression dit « cultiver son jardin secret ». Lorsque mes parents et moi avons visité cette maison, ce jardin s'est ouvert comme un condensé de mes souvenirs d'enfance, l'odeur des forêts de pinèdes, l'ombre des grands chênes, la lumière des ciels étoilés et le calme absolu. Lorsque je m'y promène, j'y perds la notion du temps. Cet endroit se trouve au cœur du Médoc, une bande de terre cernée par les eaux de l'océan et de la Gironde, une presqu'île dont je ne connaissais que le visage estival et dont je suis aujourd'hui une étrangère adoptée. Son accent ne me surprend plus, ni même ses paysages. Des îlots d'acacias, tout hirsutes parmi les rangs de vignes, cet horizon rigoureux comme le squelette dressé d'une terre riche, et de denses forêts peuplées d'animaux sauvages jusqu'au rivage mouvant de l'océan Atlantique. Quand tu navigues sur l'estuaire, tu quittes les grues du Verdon et du port porte-conteneurs. Quand tu les as plus à vue, tu vois la centrale, quoi. C'est à peu près 17 km. On voit 1,70 m, un peu plus du bateau, peut-être un peu plus haut sur l'eau. Et tu quittes la centrale et deux plans, ça fait des bons repères, hein. Des amers conséquents. C'est quand même une putain de verrue. Alors, bon, je suis à moins de 60, c'est clair. Je suis à 19 km de Pauillac, plus la largeur de l'estuaire à cet endroit, je sais pas de combien elle doit aller, je sais pas, 6-8 km. Donc, ouais, je suis à 26, un peu moins de 30 km de l'estuaire, de la centrale. Bah déjà, on ne peut pas ne pas la voir. Alors ensuite, bien sûr que je l'oublie. Rarement quand je vais à Pauillac. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Je me souviens d'une fois, je voyais une fumée. Je dis, tiens, ça fait toujours un peu bizarre. Et je vais à la gare, et au brave monsieur qui était derrière son guichet, j'ai dit, vous avez vu à la centrale, là, il y a plein de fumée, je pense que c'est de la vapeur d'eau, vous savez s'il dégaze, s'il nettoie, et le mec il n'est pas devenu blanc, tu vois, mais ah bon, oh c'est pas sympa ça s'il y a de la fumée. Et je pense que tout le monde a un peu ça en tête, mais que le quotidien fait que... On est, tu vois, je sais même pas exactement, on est à 10 km, quelque chose comme ça, hein. Ou à 5. En tous les cas, on est suffisamment prêt pour avoir nos pastilles d'iode. Est-ce que tu vois la centrale de temps en temps? Non. Enfin, disons, je la vois quand je vais à Pauillac ou Saint-Estèphe. Quand je sors de chez moi. Mais du coup, maintenant, à chaque fois que je vois la centrale, je pense à Martin Bouygues, qui avait décalé un peu sa maison pour ne pas voir la centrale, la voir en face. Ouais, si, c'est quand même quelque chose que j'ai en tête. Ouais. Oui, c'est pas quelque chose... Enfin... En fait, en gros, égoïstement, je me dis, c'est quand même bête qu'elle soit aussi près. Si elle était chez les voisins, ce serait mieux.
33 ans que tu nous observes depuis l'autre rive, 33 ans que les Médocains vivent à l'ombre de tes rayons, qu'ils te voient, mais rares sont ceux qui te regardent. Moi, je te vois même les yeux fermés. Titou, surnommé, j'ai dit souvent Titou, authentique autochtone, quand je me présente aux gens de la région, aux gens qui viennent dans ma région. Pendant quelques temps, j'étais marin-pêcheur. J'ai fait la petite pêche ici, la pêche à la journée, partir quelques heures, revenir à terre, repartir, lever les lignes, poser. C'était assez sympa, une petite jeunesse. Travailler en maillot de bain l'été sur un petit bateau. Dès que je sais marcher, à 10 ans, je monte dans les arbres, je regarde au fond des marais, je me dis, il y a une petite cahute, bon, j'y vais. J'étais capable de partir le matin avec un sandwich. Je rentre ce soir. Et voilà, et puis je pars découvrir moult péripéties, aventures, solitaires. L'autarcie, le rêve d'autarcie, chez tous les enfants ici. Enfin, moi j'étais au moins de ceux-là à me dire que de toute façon ici c'est tellement ouvert à la pêche, à la chasse, et tout pousse. On a des bonnes terres sableuses, pas trop dures à cultiver, c'est pas du caillou. Je pensais même pas à un avenir dans des carrières de banquier, d'assureur, ça me venait même pas à l'esprit. Je m'appelle Jean-Yves Drouillard. Je suis né en Charente-Maritime, c'est-à-dire que par rapport au Médoc, je suis donc un gabache. On appelle les gabaches en Médoc les envahisseurs du Nord, ceux qui habitent de l'autre côté de la rivière et qui sont venus un peu comme les Vikings, mais plus récemment, quoi. Ça fait très peur. Quand j'étais gamin, tout petit, quand on me demandait le métier que je voulais faire, la réponse que je faisais, c'était jardinier de fleurs. J'aime toujours avril-mai, où la nature, toutes les berges des routes et tout ça sont remplies de fleurs, et je trouve que c'est un truc, c'est extraordinaire. C'est pas tant une passion qu'un état naturel. Habiter quelque part, c'est habiter à la campagne, au milieu de la forêt. C'est une propriété qui était à l'abandon et qui a été rachetée par mes grands-parents dans les années 76. Mes grands-parents, comme beaucoup d'autres, il y a eu pas mal de gens comme ça dans le Médoc, sont des pieds noirs, des gens qui étaient... Alors nous, notre famille habitait en Tunisie, et ils étaient agriculteurs, viticulteurs, enfin vraiment des gens de la terre, et quand ils sont partis, ils ont réinvesti, en particulier dans le Médoc. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est vraiment une continuité, c'est-à-dire que tu as vraiment hérité, tu mérites pas quoi, enfin, tu as hérité d'un lieu de cette nature, même si jamais tu achètes ton bout de terrain ou quoi, même si tu as payé, enfin disons les arbres et les machins, enfin ils t'ont pas attendu, ils sont pas dit bah tiens t'as payé cher, je vais être beau quoi. C'est des clichés hein, mais d'être respectueux du truc parce que ça t'appartient pas en amont et ça t'appartiendra pas, tu le retrouveras pas dans ta tombe non plus quoi. On est juste de passage et du coup au service du truc pendant un moment quoi. C'est une presqu'île un peu le Médoc. Et du coup, il y a des autochtones, mais c'est pas si autochtone que ça. On est quand même tous un peu des immigrés arrivés dans le Médoc. En fait, à la fois, c'est assez sectaire et en même temps, il y a quand même un mélange. C'est complètement contradictoire et...
C'est juste une question d'habitude. Enfin, à mon avis, faut pas chercher plus loin, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Ce qui est d'ailleurs effrayant parce que... Et je te dis, moi j'ai un peu honte aussi de dire ça parce que finalement je suis un peu comme, voilà, comme tous ces gens-là. Ben, je pense que la majorité des gens, en fait, ça paraît normal ou on se pose pas la question. On n'a pas cette sensibilité de se dire oulala, c'est dangereux. Et puis en fait, après, quand on voit le résultat à la fin, on se dit mais comment on a fait pour ne pas y penser? Mais c'est juste que c'était comme ça et qu'on n'imaginait pas autrement. Enfin, j'imagine comme Fukushima, quoi. Il m'en faut savoir plus à ton sujet. Essayer de comprendre comment mon espace est devenu le tien. Comment ce médoc fier et saillant t'avait laissé t'implanter là, comme si de rien n'était. Mairie de Naujac, Emmanuel, bonjour. Bonjour, je souhaiterais obtenir un rendez-vous avec le maire, s'il vous plaît. La mairie de Soulac-sur-Mer vous remercie de votre appel et vous invite à patienter. Bonjour, je souhaiterais prendre rendez-vous avec madame la maire. C'est pourquoi? C'est pour solliciter son expertise. Je suis réalisatrice étudiante et voilà, j'ai fait un Vous pouvez lui documentaire. envoyer un petit mail, s'il vous plaît, parce qu'elle n'aura pas le temps. Ah, Pour les Médocains, on va dire pure souche, ou les habitants depuis très 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 longtemps, c'est un peu une verrue justement parce qu'on ne voit qu'elle de l'autre côté de l'estuaire et que aujourd'hui nous n'avons plus d'arbres, il n'y a plus rien pour la cacher. Elle représente quelque chose qui nous fournit de l'électricité, bien évidemment, d'une façon un peu plus poussée, quelque chose qui était nécessaire en son temps. Dans l'arrière-pensée, c'est évident que les actualités qui se sont produites au fil du temps, à Fukushima, la centrale donc, qui a eu également des problèmes, on y pense de temps en temps. Et quand on y pense, c'est avec un certain effroi. Alors on vit cette proximité, pas tellement inquiet tout de même, parce que il y a en notre faveur, on a les vents dominants qui viennent plutôt de ce côté, qui pourraient repousser. Et puis il y a l'estuaire qui nous sépare quand même, qui crée un courant d'air aussi dans le sens contraire à l'envahissement des toxicités sur notre commune. Le côté aller naviguer à Blaye, beaucoup de courant, et l'eau café au lait tout le temps. Là-bas, l'eau claire, elle remonte jamais là-bas. Peut-être en 90, j'y est allé. Quand on a noyé la centrale, qu'on a failli péter. C'est vrai, ça. Le 27 décembre 1999, il y a eu quand même ici une tempête colossale. Considérable. Je veux dire, la moitié des forêts ici sont tombées. Et en fait, cet énorme coup de vent, qui était pratiquement un ouragan, avait pris sur la marée montante. Je me souviens d'être allé au vœu de Philippe Madrel, qui était à l'époque le président du Conseil général, donc président du SDIS, c'est-à-dire des services départementaux d'incendie et de secours, c'est-à-dire responsable de la sécurité du département, mine de rien, qui avait piqué une colère, on avait bien compris qu'il n'était pas content, le monsieur, parce qu'il n'avait été informé que 3 jours après. Le secret, le poids du secret, le nucléaire fonctionne en dehors de tout contrôle démocratique, quel qu'il soit, etc. Voilà. Ça, c'était évident. On n'en entend pas parler, ce qui permet d'autant plus de faire l'autruche. Le service qui s'occupe de la sécurité au niveau de l'État par rapport aux centrales nucléaires avait demandé à ce que la digue de protection par rapport à la rivière soit rehaussée. Tout le monde l'a trouvé trop basse, on disait en cas de tempête avec un coefficient de marée très fort et autres, l'eau peut submerger, passer par-dessus la digue et rentrer dans les sous-sols de la centrale.
tard, un mois après, la fameuse tempête est arrivée. Et soudain ton souvenir surgit. Il prend la forme d'un monstre insidieux, forgé par le vent et la pluie d'un orage, d'une tempête, un soir d'été. Je suis Alain Peiss, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme de Pauillac. Lors d'une rencontre publique organisée par EDF, il nous a été dressé un tableau idyllique de la situation en matière de sécurité, aussi bien interne qu'externe. Et j'ai considéré que ce tableau était ainsi présenté, nous faisait poser question, la mariée était trop belle. Je veux continuer à vivre dans ma région, mais en toute sécurité, en me disant, oui, un accident peut subvenir, un accident peut arriver, mais je veux pouvoir être alerté à temps voulu et je veux savoir quoi faire. Et pas que moi, je veux que l'ensemble de la population soit correctement avertie. Moi, je constate qu'EDF, et ça je l'ai constaté depuis longtemps, fuit l'information et fuit la vérité. Et ce qui ne fuit la vérité, peut-être pas la vérité, mais ne veut pas donner d'informations et prend les gens, prend la population un petit peu pour, moi je dirais, des neuneux. Ils ont l'impression que si on dit la vérité, les gens vont avoir peur. La peur n'évite pas le danger. En mairie, nous recevons bien la newsletter. On la reçoit via mail, que l'on ne diffuse pas forcément d'ailleurs. Ça n'est pas dans notre culture. En fait, c'est tout simplement que l'on n'y a pas réellement pensé. Nous nous rendons compte à travers un journal qui s'appelle Lumière de tout ce qui se passe sur la centrale, de la moindre alerte, même si elle n'est pas classée au niveau, ça va de 3 à 7, de 0 à 7, et même un élément au niveau 0 est mentionné quand même. Alors quel rôle la mairie tient-elle dans l'information du public, c'est-à-dire les gens aussi? Vous savez, le public, on fait des petits feuillets assez régulièrement. Quand il y a un souci, on le dit. Quand il n'y a rien à faire, quand il n'y a rien à dire, pardon, il vaut mieux se taire. C'est un bon conseil. Depuis plusieurs années, la centrale vient présenter son bilan. Et donc on a quand même des gens qui viennent avec des questions très pointues parce que justement, tout n'est pas si rose que ça. Donc la communication est... Voilà, je veux dire, elle est enjouée. Ce qui est un peu normal puisque c'est juge et partie qui font la communication. La communication que pourrait faire la CLIN ne serait peut-être pas la communication faite par la centrale. Accueil téléphonique, bonjour. Bonjour, je cherche à contacter la CLIN, la Commission locale d'information sur le nucléaire. La CLIN? Oui. C'est le département qui gère ça? Eh ben, Nucléaire? oui, j'ai obtenu le numéro sur leur site internet. Enfin, sur le site de Gironde. .fr? Ouais. C'est une commission qui a le pouvoir de suivre toutes les activités de la centrale, activités en termes de sûreté, de radioprotection et d'impact sur l'environnement. Compte tenu de la composition de notre commission, on n'a pas forcément toutes les compétences pour, ou en tout cas toute l'expertise pour apporter une critique particulière, mais bon, on arrive quand même le plus souvent à se débrouiller pour
apporter notre contribution. Une délégation à l'époque japonaise qui était venue. C'est un peu rigolo. Ils étaient complètement sidérés. Sidérés qu'on ait pu implanter une centrale nucléaire à Blayais. Dans le Médoc, il y a vraiment des choses qui sont anti-publicité, anti-touriste, mochardes, quoi. Et un peu, comment dire, ouais, pas très léché, même limite souillonne, on va dire. Et à côté de ça, on a des vignes qui sont incroyables, on peut dire même sans chauvinisme, enfin vraiment réputées, dans les plus réputés mondialement, quoi. Avec les prix qui s'en suivent. Et voilà, et en fait on passe, je m'amuse aussi un peu à dire ça, mais comme avec les gens, et c'est pas du tout péjoratif, mais pour moi c'est le Médoc, en fait c'est un mélange entre le quart-monde et le CAC 40. D'un point de vue matériel, c'est la même chose. On a une espèce de croûte de Blaye, là, un peu cette horrible chose, et à côté des choses très belles, et des belles pierres ou la belle terre, du beau vignoble. On a ces centrales, donc c'est que quelque part, même à l'époque, il y a 30 ans ou 40, quand le projet s'est décidé, même s'il y a eu une mobilisation contre, elle n'a pas été, j'y étais pas, mais bon, semble-t-il, aussi virulente que... elle s'est faite quand même, hein, cette centrale. Donc c'est qu'à l'époque, même à l'époque, les gens se disaient, c'est pas grave, je suppose. Non, je sais pas. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on nous disait, oui, mais centrale nucléaire, c'est le progrès. C'est l'indépendance énergétique. Donc vous êtes tous des cons, hein, parce que vous ne voulez pas l'indépendance énergétique de la France. C'est aussi un moyen de production d'énergie qui ne pollue pas. Il y a peut-être un peu des déchets, ouais, mais on va régler le problème. Et 33 ans après, il faudrait les arrêter parce que elles ont vécu leur vie de centrale nucléaire. Et là, je me dis, mais tout ça pour ça. Une construction aussi gigantesque, des moyens mis en œuvre aussi colossaux, pour un truc qui dure 30 ans. On est chez les fous. Et puis ensuite, on dit, ben finalement, on va la prolonger de 30 ans. Ça ne fait que repousser le problème, parce que 60 ans, c'est rien. Je veux dire, c'est un temps de laps, c'est le temps d'une vie humaine. Ça me laisse rêveur quant à mode de raisonnement des décideurs. Un jour, une vieille dame m'a dit « Le jardin, c'est un souvenir. Quel souvenir garderai-je alors de ce lieu ? Cette bande de terre cernée par les eaux de l'océan et de la Gironde. Cette presqu'île dont je suis aujourd'hui une étrangère adoptée et dont ni l'accent, ni les paysages ne me surprennent désormais. Mais cette centrale, jamais je ne m'y habituerai. »